que vous avez tous passé le contrôle de sécurité. J'espère qu'il y a personne qui reste dans la cellule à l'entrée. Ça a été, les palpations n'ont pas été trop pénibles, au contraire, trop agréables. Je voulais d'abord vous présenter mes excuses pour la dernière séance qui a été annulée 24 heures avant la date. Comme je vous l'ai écrit, j'ai essayé de prévenir tout le monde. Vous voyez que ça sert à quelque chose de rentrer l'adresse email. Alors évidemment, il y en a qui ont mal écrit, ils m'ont téléphoné pour m'engueuler. Je leur ai expliqué pourquoi. Il y en a qui n'avaient pas d'adresse, là, je vous l'ai. Donc, a priori, ça va être comme ça maintenant. Le contrôle d'identité, je pense, et Étienne Paria voulait bien donner sa conférence ce jour-là. On n'a pas pu. Donc, on s'est mis sur la seule date de libre que j'avais dans le site de conférence, c'est le 8 juin. Ça tombe bien, c'est à l'époque où il y a du soleil dans le ciel, et du soleil. Alors, je voudrais aussi signaler à des personnes qui m'envoient très souvent des mails pour me dire « je ne comprends pas, on s'est inscrit et on n'a pas reçu un mail de confirmation ». Je m'excuse, mais je suis tout seul à gérer ça. Alors, je ne peux pas envoyer de mail de confirmation, mais quand vous vous êtes inscrit, apparaît sur l'écran une image qui vous dit « vous êtes inscrit ». Bon, on pense que vous êtes des grands et que ça suffit. Si ça ne suffit pas, vous m'envoyez un mail et je vous dis « oui, vous êtes inscrit ». J'ai du mal à gérer tout ça. Alors, qu'est-ce que... Bon, le calendrier, comme d'habitude, il y a des conférences intéressantes en ce moment. Bon, ceux qui connaissent le cycle de l'espace-temps et la découverte, ça va être la dernière demain. Sinon, au Télécom Paris-Tech, justement, c'est un peu lié à ça, c'est tester les constantes de la nature. Vous savez qu'on pense que l'univers correspond à des constantes qui sont bien affinées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors pour les membres de la SAF, samedi 19 décembre, on accueille Nicolas Biver en commission de planétologie. Vous savez que Nicolas est membre de la SAF et il fait partie de l'équipe Rosetta. Et il va nous donner les derniers tuyaux sur Rosetta. Et moi, je vous présenterai les dernières images de New Horizon. Vous savez que New Horizon, toutes les semaines, envoie toutes ces photos, toutes ces informations. Et on commence à voir des choses intéressantes. La prochaine conférence IAP, je vais vous rendre compte avec Étienne Klein, elle est complète. Elle a été complète d'ailleurs 3 heures après son ouverture d'inscription. Oui, je peux rêver, mais ça arrivera. Sinon, vous voyez ce qu'il y a. La prochaine commission de cosmologie de la SAF, c'est le samedi 16 janvier, quand vous serez remis de vos émotions de passage de la nouvelle année. On va voir comment on peut tester la relativité générale. Alors, voilà le programme des conférences de la SAF, les conférences mensuelles. Donc vous voyez que j'ai mis l'accent cette année sur les 100 ans de relativité générale, puisque la prochaine conférence, ça sera le 13 janvier, ça sera David Walsgabo qui va nous parler de virage antigravitationnel. Voilà, donc vous savez que c'est un phénomène que Einstein avait mis au point, avait découvert, mais il n'y croyait pas beaucoup. Il pensait qu'on n'arriverait jamais à en voir et à les observer dans le ciel et le grand homme qui se trompe. Celle d'après, c'est Coulomb qui parle de sa grande spécialité des trous noirs, et ça va être, vous allez voir, une présentation un peu troublante. Et puis vous voyez la suite, un peu d'astro, Mercure, on ne parle pas assez de Mercure, Mercure, les télescopes, et au mois de mai, alors ça va être un peu hard, vous voyez tout de suite, c'est la gravitation quantique avec Alejandro Pérez qui est le collègue de Carlo Rovelli de Marseille.
Marseille ou Nice? Marseille. Donc voilà, la dernière conférence, c'est demain, du site Palais de la Découverte. Alors juste merci pour votre participation à tous. Comme vous voyez, les salles ont été très pleines, malgré le fait que les 3 premières conférences, pour des raisons de travaux, avaient lieu dans le planétarium. Ben oui, donc nos conférenciers ont été suffisamment gentils pour faire les deux pieds relativement souvent, pour pas trop tourner le dos au public. Vous voyez, il y a du monde. Alors, table ronde, on a récupéré la salle de conférence avec la table ronde. Et vous voyez, la dernière, c'était avec Lévi Leblond et Philippe Pajot comme modérateur. Donc ça marche bien. Le seul problème, c'est, on est désolé, mais le Palais de la Découverte, pour des raisons de sécurité, est obligé de vous faire attendre dehors. Et puis, ils ne sont pas capables de réserver. Voilà. Alors, on pose aussi la question, monsieur Martin, c'est bien, vous faites des vidéos, mais à quoi ça sert? Vous les vendez sous le manteau ou quoi? J'aimerais bien, mais donc, les vidéos, en fait, c'est notre ami Laurent qui s'en occupe. Et maintenant, j'ai mis sur mon site internet une icône qui est très, très, très parlante. Vous voyez, une caméra. Vous cliquez sur l'icône de la caméra et pouf, apparaît une liste de conférences avec des vidéos. Alors, les vidéos, elles ont besoin de 3 semaines, un mois pour apparaître sur le site parce que, bon, c'est un amateur, notre ami Laurent. Il a quand même un boulot et il doit nourrir sa famille. Et donc, si vous cliquez sur la vidéo, vous allez directement sur le site YouTube où vous pouvez la voir. Qu'est-ce que je peux dire? Et quand il y a une conférence à télécharger, vous voyez sur la gauche, là, vous cliquez là, sur le nom de la conférence, et comme on ne veut pas que ça soit quand même n'importe qui télécharge, vous me demandez juste le mot de passe que je vous envoie toujours, et vous pouvez télécharger les conférences. Allez, aussi les conférences de la SAF en dessous, vous voyez, il n'y a pas que des conférences, vous pouvez. Bon, alors, ne pas oublier la prochaine Assemblée Générale de la SAF le 20 mai, et la journée des commissions le 21 mai. Je vous rappelle que Daniel Briot de l'Observatoire de Paris donne des cours d'initiation à l'astronomie. Le prochain, c'est demain, pardon. Et après, c'est le 14 janvier. Et notre ami Jacques Frick, de la commission de cosmologie, va commencer en janvier les conférences, enfin les cours de cosmologie. Alors, nous recevons ce soir Thérèse Emprenade, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, au LESIA, laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Voilà, vous avez compris, prenez des notes, j'interroge. Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques, vous en voyez quelques-uns là, je les surveille, et qui va nous parler de l'eau dans le système solaire. Et je lui laisse la parole. Bonne soirée. Merci Jean-Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Ah bon. Non. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Parce que si je ferme cette lumière, il va faire très noir. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des notes. Et il y a notre ami qui filme. Donc c'est pas... Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est ça. Je pense que c'est un peu... Ça va? Oui. Ça va? Oui. Ça va?
Ça va? Eh ben, on marche comme ça. Merci, mesdames. C'était une très bonne remarque. Oui, oui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Est-ce que vous entendez Non. Parce qu'il faut utiliser son site. Dans ce cas, les locaux sont très bien enregistrés. C'est technique. Donc, c'est un essai, ça. Donc, Et là, vous m'entendez? Non. Comme ça. Oui. Il faut que je parle vraiment dessus, alors. Très bien. Donc, ce soir, nous allons parler de l'eau dans le système solaire. Et voici le plan de l'exposé que je vais vous présenter. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à l'eau? Bien sûr, quelques considérations générales sur la molécule d'eau. Ensuite, je vous parlerai du rôle de l'eau dans la formation des planètes. Ça m'amènera à parler de l'eau dans le système solaire extérieur, c'est-à-dire les planètes géantes, les satellites et les comètes. Et ensuite, j'en viendrai au rôle de l'eau dans l'évolution des planètes telluriques et la différenciation de l'évolution des planètes telluriques qui s'est faite essentiellement à partir de l'eau. Et je conclurai sur l'eau dans les exoplanètes et la recherche de la vie. Alors, H2O, donc deux hydrogènes, un oxygène, une molécule toute simple qui a quelques caractéristiques qui font qu'elle est unique. Elle est présente sur la Terre sous ces trois formes: solide, liquide et vapeur. Il se trouve qu'elle est liquide sur un large intervalle de température. Et ça, c'est certainement un facteur important si on veut favoriser le développement de réactions chimiques au sein du milieu liquide. C'est un excellent solvant. Et donc, ça lui donne des propriétés que les chimistes ont du mal à trouver dans d'autres molécules équivalentes. Donc, c'est vraisemblablement pour ça qu'elle a joué un rôle essentiel, sur Terre en tout cas, dans le développement de la vie. H2O est aussi une molécule qui est très abondante dans l'univers. Pourquoi? Eh bien parce que les deux éléments les plus abondants sont l'hydrogène et l'hélium. Et ensuite, les éléments les plus abondants sont l'oxygène, le carbone, l'azote, et les autres d'autant moins abondants que l'élément est plus lourd. Ça, c'est pour une raison simple, c'est que l'hydrogène et l'hélium, comme vous savez, sont issus de la nucléosynthèse primordiale au moment du Big Bang, mais tous les autres éléments sont synthétisés dans les étoiles. Donc, plus vous voulez former un élément lourd, et plus il faut d'énergie. Donc, on comprend assez naturellement qu'on ait moins d'éléments lourds que d'éléments légers. Et vous voyez la répartition ici sur cette courbe qui est en log, donc vous voyez des écarts considérables entre l'hélium et les éléments lourds, même ici à partir du fer. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous prenez donc l'hydrogène ici, l'oxygène là, vous faites H2O, et vous avez donc des chances d'avoir une molécule particulièrement abondante. Et il faut noter, parce qu'on en aura besoin plus tard de cette considération, que les éléments les plus lourds sont les moins abondants. Alors, je vous disais que l'eau était liquide, solide ou vapeur sur la Terre, comme vous le savez bien sûr, mais ça n'est pas le cas dans les astres. Dans les astres, on trouve l'eau essentiellement sous forme solide ou sous forme vapeur. Alors, dans le milieu interstellaire qui est froid, on est ici, donc on va trouver soit de la glace, soit à très basse pression, de la vapeur ici. Et dans les environnements stellaires qui sont à température élevée et à faible pression, on va avoir H2O vapeur dans cette région-là. Donc, si on veut trouver l'eau liquide sur ce diagramme, où est-ce qu'il faut se mettre? Eh bien, vous avez deux catégories d'objets. Ou bien vous êtes à faible pression et à des températures qui sont, disons, confinées dans cette région. Et ça, c'est l'atmosphère des planètes telluriques ou éventuellement des planètes, des exoplanètes. Et puis l'autre catégorie, c'est celle qui est là. Là, vous êtes à plus forte pression, à plus forte température. Et ça correspond en fait à l'intérieur des satellites galiléens, dont on parlera plus tard. Maintenant, question, comment peut-on observer l'eau dans les astres? Le problème, bien entendu, c'est que l'atmosphère terrestre est pleine de vapeur d'eau. Et donc, voilà un petit schéma qui vous montre l'opacité de l'atmosphère terrestre en fonction de la longueur d'onde. Ici, la longueur d'onde va depuis l'ultraviolet, ici,
en passant par le visible, c'est l'arc-en-ciel que vous voyez là. Vous avez tout le domaine infrarouge ici, et puis le domaine radio ici. Alors, si vous avez 100% d'opacité, ça veut dire que l'atmosphère est complètement opaque, on ne voit rien. Ici, on a la fenêtre du visible, qu'on connaît bien. Vous avez quelques petites fenêtres en infrarouge, mais pas terribles. Et puis, vous avez le domaine radio qui est transparent. Alors, comment est-ce qu'on identifie la molécule d'eau? Eh bien, la molécule d'eau, vous la voyez là. Donc, notre atome d'oxygène et nos deux atomes d'hydrogène. L'ensemble présente des modes de vibration. Différents modes de vibration qui se traduisent dans le spectre par des signatures spectrales caractéristiques à des longueurs d'onde données, qui sont ici dans l'infrarouge. Ces trois signatures ici, ce sont les signatures de vibration H2O qu'on trouve dans cette région. Ça veut dire que si vous voyez à une position donnée du spectre une raie, vous pouvez dire que vous avez c'est H2O parce que c'est une signature caractéristique de la molécule en question. Ici, vous avez les transitions de rotation, ça veut dire que la molécule tourne sur elle-même, ça donne tout un jeu de signatures spectrales, mais ça fait aussi que le résultat, c'est que l'atmosphère est très opaque. Donc, bilan, la vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre absorbe le rayonnement, donc si on veut rechercher l'eau dans les astres, on est obligé de le faire depuis l'espace. Et c'est ce qui a été fait. En fait, la découverte de l'eau extraterrestre, elle a commencé avec un satellite européen qui s'appelait ISO, Infrared Space Observatory, qui a été lancé donc par l'Agence spatiale européenne en 1995 et qui a fonctionné 3 ans. Il était équipé de caméras et de spectromètres, donc couvrant tout le domaine de l'infrarouge, et il a fait une multitude de découvertes sur toutes sortes d'objets, depuis le système solaire jusqu'aux galaxies les plus lointaines, et il a montré que l'eau était absolument omniprésente dans toutes les catégories d'objets du ciel. Et dans le système solaire, il y a eu une grande quantité d'observations très intéressantes, en particulier les observations cométaires, je vous en montrerai une tout à l'heure, et puis la découverte d'une source extérieure d'eau dans les planètes géantes. Donc une mission qui a été un grand succès. Mais depuis, on a fait bien mieux. Il y a eu 2 missions plus ambitieuses, plus sensibles, qui ont été lancées. La première par la NASA, ça s'appelait Spitzer. Le satellite était extrêmement sensible, il n'était pas prévu, il n'y avait pas de spectro à haute résolution, donc il s'est plutôt intéressé aux objets sans atmosphère, c'est-à-dire les objets transneptuniens et les astéroïdes. Et puis il y a eu Herschel qui, au contraire, lui, avait des spectros à très haute résolution, donc qui permettait de faire en mieux ce que l'ISO avait déjà fait, et en particulier, alors il y a eu beaucoup d'observations des planètes géantes, des comètes, et puis le plus, disons, spectaculaire comme résultat, ça a été la découverte de l'eau autour des satellites extérieurs, comme Ganymède, Callisto, je crois, et puis autour de Cérès, un astéroïde autour duquel on ne s'attendait pas du tout à trouver de la vapeur d'eau. Alors j'en viens au deuxième point de l'exposé, le rôle de l'eau dans la formation des planètes. Pour comprendre la formation des planètes, il faut partir de ce que j'appellerais les observations fondamentales. Les observations fondamentales, elles sont très simples. Elles disent que les planètes tournent sur des orbites quasi coplanaires, c'est-à-dire très proches du plan de l'écliptique, le plan de l'orbite terrestre, quasi circulaires et concentriques autour du Soleil. Elles tournent toutes dans le même sens, qui est aussi celui de la rotation du Soleil. Et tout ceci suggère fortement que les planètes sont formées au sein d'un disque. Et que ce disque s'est produit... Plus près du micro, excusez-moi. Oui. Le disque s'est produit par effondrement gravitationnel d'une nébuleuse en rotation. Et ça, c'était quelque chose qui était compris sur le plan théorique, proposé par Kant et Laplace, déjà au XVIIIe siècle, et expliqué par les modèles de mécanique simple. Ce qui a changé au cours des dernières décennies, c'est qu'on a commencé à observer... Je ne sais pas pourquoi. Il y a une image qui va passer là. Bon. Là, c'est dommage, il y avait une jolie photo. Enfin, je vous la décris. Donc, depuis quelques décennies, il y a eu beaucoup d'observations d'étoiles jeunes ou en formation. Et on a vu que des disques existaient dans un très grand nombre de cas. Alors, ces disques, ils sont caractérisés donc par... on les voit par la tranche dans certains cas, et puis
dans le plan de rotation du disque, il y a ce qu'on appelle une émission bipolaire, c'est-à-dire des éjections de gaz dans les deux sens. Et puis ensuite, on a observé des phases d'activité très très intenses chez les étoiles jeunes, au moment où le disque se dissipait, c'est-à-dire quelques millions d'années après sa formation. Et la conclusion qui est sortie de tout ça, c'est que la formation stellaire suite à l'effondrement d'un disque semble un phénomène courant dans l'univers. Alors je vais décrire donc les grandes lignes de ce modèle d'effondrement. Vous partez de la contraction d'un nuage protosolaire, vous le voyez là. Il tourne sur lui-même de plus en plus vite, il va s'effondrer en un disque, tournant très rapidement donc autour de son centre. Et on voit apparaître au sein du disque des inhomogénéités. Alors ici vous avez la contraction, ici vous avez le disque qui se forme en noir, vous avez les jets bipolaires perpendiculaires, et vous avez donc un certain nombre de molécules qui se forment. Et alors ce qui se passe, c'est qu'autour des particules solides, c'est important de noter que ce sont des particules solides, il y a des agrégations. C'est-à-dire que toutes ces petites particules solides, il faut voir qu'elles tournent toutes dans le même sens. Et donc, elles ont des vitesses relatives très faibles. Et comme elles ont des vitesses relatives très faibles, elles peuvent se coller sans être renvoyées dans les directions opposées. Et ça permet donc de créer des agrégats. Ensuite, ces agrégats ils vont croître par le jeu des collisions, et les plus gros corps vont ensuite croître par gravité. Ensuite, on arrive au moment de la phase thétorique dont je vous parlais, donc le moment où le disque est dissipé, l'étoile devient très active, le gaz est dispersé, et on se trouve dans cette situation ici, où il ne reste plus que quelques corps. Évidemment, il y a plein de petits corps aussi, qui sont représentés là. Mais le gros du gaz a disparu. Alors, il y a un phénomène intéressant qu'on peut noter dans cette formation, c'est qu'on a deux classes d'objets parmi les planètes. Deux classes vraiment très différentes. D'une part, les planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles sont caractérisées, elles sont relativement proches du Soleil, elles ont une forte densité, elles ont une atmosphère peu massive et elles n'ont peu ou pas de satellites. Et puis loin du Soleil, vous avez les planètes géantes, elles se caractérisent par un grand diamètre mais une faible densité. Elles ont une atmosphère épaisse, dominée par l'hydrogène et l'hélium, et elles ont toutes un système d'anneaux et de nombreux satellites réguliers, c'est-à-dire placés dans le plan équatorial de la planète. Alors comment expliquer ça? Eh bien justement le modèle de collision que je vous ai décrit permet très bien de rendre compte de ça. Et vous allez voir pourquoi. Dans le disque, c'est un effet de température et de condensation finalement. Dans le disque, la température décroît quand la distance au Soleil augmente. Les éléments les plus abondants, on l'a vu, ce sont les éléments légers, l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'azote, l'oxygène. Les éléments les plus lourds sont les moins abondants, comme je vous les ai déjà dit. Alors mettons-nous près du Soleil, ils ont une température de quelques centaines de degrés K. Qu'est-ce qu'on va trouver sous forme solide? Eh bien, les seuls éléments, ce sont les éléments qu'on dit réfractaires, c'est-à-dire les silicates, les métaux, les oxydes, ce genre de matériaux. Mais bon, ça, c'est des éléments lourds, donc il y en a beaucoup. Donc, on peut former des petits noyaux, mais la masse disponible est relativement faible. Donc, on va former des objets qui vont être denses, parce que c'est des éléments lourds, mais qui seront petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de masse disponible. Et ça, ben, c'est les planètes telluriques. Maintenant, mettons-nous loin du Soleil. On est à des distances où les molécules simples, comme H2O, CH4, NH3, etc., elles ne sont plus gazeuses comme dans le cas précédent. Maintenant, elles sont sous forme de glace. Donc, elles peuvent être incorporées dans des noyaux solides. Et à partir de là, la masse est disponible pour former des gros noyaux, des noyaux qui peuvent faire jusqu'à 10 ou 15 masses terrestres. Et là, les modèles prévoient très simplement qu'avec une masse supérieure à ce seuil, eh bien, la gravité est suffisante pour capturer l'hydrogène et l'hélium environnants. Et c'est comme ça qu'on fabrique des planètes géantes qui vont être donc extrêmement volumineuses, mais assez peu denses, parce qu'elles seront constituées d'hydrogène et d'hélium. Et alors, quel est le rôle de l'eau dans tout ça? Eh bien, l'eau joue un rôle majeur, parce que, en fin de compte, c'est la condensation de l'eau qui marque la ligne des glaces, c'est-à-dire la frontière
entre les planètes telluriques et les planètes géantes. Alors vous pourriez me dire, les glaces, d'accord, mais pourquoi l'eau? Eh bien, l'eau pour deux raisons. Parce que d'une part, comme je vous ai dit, c'est la molécule la plus abondante, et surtout, c'est la première glace qui condense dans le disque quand la température décroît. Vous avez ici des courbes qui montrent, ce qu'on appelle des courbes de saturation, qui vous montrent, pour une température donnée, la pression à laquelle l'élément va condenser. Alors, la température augmente dans cette direction, donc on part de là-bas, quand on est près du Soleil, on s'éloigne, et ce petit encart-là, en fait, il devrait être ici, sur l'échelle. Vous regardez les températures, elles sont plus élevées, et la pression, elle est là. Donc en fait, elle est là. H2O est là. Ça veut dire que quand la température décroît, la première molécule qui commence, et de loin, c'est l'eau. Donc c'est vraiment l'eau qui marque en quelque sorte la ligne des glaces. Bien. Alors maintenant, encore une question. On a deux classes de planètes géantes en fait. Pour l'instant, je vous ai mis tout dans le temps. Il y a clairement deux sous-catégories. Vous avez Jupiter et Saturne, qui ont des masses de à peu près 300 et à peu près 100 masses terrestres. Et rappelez-vous, elles sont parties d'un noyau qui fait 10 à 15 masses terrestres. Ça veut dire qu'elles sont constituées essentiellement du gaz. Et comment peut-on expliquer ça? Eh bien, c'est parce qu'elles étaient à des distances pas trop éloignées de la ligne des glaces. Donc il y avait beaucoup de matière gazeuse disponible, et elles ont pu accréter rapidement un noyau et ensuite rapidement une grande masse de gaz. Donc ça fait des géantes gazeuses. Par contre, Uranus et Neptune sont formés plus loin, à des températures plus basses et avec moins de matière dans le disque. Donc, premièrement, croissance plus lente du noyau, et il est possible que le noyau ait atteint le seuil des 10 à 15 masses terrestres à un moment où le gaz avait commencé à être balayé par le vent solaire. Ce qui explique qu'il ne serait plus resté beaucoup de gaz disponible pour être accrété autour de ce noyau. Et vous voyez que les masses de ces planètes, 14 et 17 masses terrestres, ne sont pas tellement plus élevées que le seuil de 10 ou 10 à 15 de masse terrestre. C'est pourquoi ces gaz, en fait, elles sont essentiellement constituées de leur noyau de glace, bien qu'elles disposent quand même aussi d'une enveloppe d'hydrogène et d'hélium autour. Mais c'est une faible fraction de la masse totale. Alors, bon, tout ça fait un scénario qui a l'air assez cohérent. D'ailleurs, il y a un assez vaste consensus de la communauté autour de ce scénario. Quand même, on aimerait avoir une vérification, en quelque sorte. Et en fait, il y a une vérification de ce scénario de formation. Ce modèle a été proposé il y a déjà longtemps, et surtout développé par James Pollack. Et le modèle, c'est le suivant, donc tel que je vous l'ai décrit. On part d'un noyau solide de glace, de cette masse-là, et ce noyau est suffisamment, a un champ de gravité suffisant pour accréter le gaz protosolaire environnant. Au moment de l'accrétion, il y a chauffage, mélange, on peut considérer que les éléments s'homogénéisent, ce qui se traduit quand on observe des éléments lourds. Ce qu'on appelle éléments lourds ici, c'est tout ce qui n'est pas hydrogène et hélium, carbone, azote, oxygène, etc. Alors, quelles sont les conséquences de ce scénario? Eh bien, c'est ce qu'on observe en fait. Les planètes géantes sont loin du Soleil, elles sont volumineuses de faible densité, elles ont de nombreux satellites réguliers, j'y reviendrai. Et les éléments lourds, quand on les observe, le rapport C sur H, O sur H, N sur H, etc., sont supérieurs à la valeur solaire, à la valeur de la nébuleuse solaire primitive. Alors on calcule assez simplement l'enrichissement attendu, connaissant la masse du noyau de glace et la masse totale. On trouve qu'on attend un enrichissement de 4 pour Jupiter, 9 pour Saturne et puis au-dessus de 40 pour Uranus et Neptune. Et ceci est en accord total avec les observations. Je vous en montre un exemple ici. Ça, c'est une mesure d'abondance qui ont été réalisées par la sonde Galileo dans Jupiter en 1995. On a mesuré donc le rapport des abondances par rapport à l'hélium, étant entendu qu'ici, on a mis pour 1 la valeur qui correspond à la nébuleuse protosolaire. Donc, si on avait un effondrement direct de la nébuleuse protosolaire, on s'attendrait à être sur cette droite ici. En fait, on est dans presque tous les cas largement au-dessus, autour de 3 à 4. Alors, il y a deux séries de mesures. Ça, c'était les mesures historiques, les ronds.
Puis après, il y a eu une réévaluation des valeurs solaires, on est passé aux croix. Et dans tous les cas, on a quelque chose qui est entre 3 et 4. Ici, il y a des phénomènes locaux qui expliquent pourquoi ces éléments sont appauvris. Et également, dans le cas de l'oxygène, on attribue ça à des phénomènes de convection. Mais le message qui ressort de cette courbe, c'est que c'est en plein accord avec ce que prévoit le modèle de nucléation. Donc on peut dire que dans le cas du système solaire, on dispose d'un modèle de formation qui est assez cohérent et qui rend assez bien compte des observations. Ce n'est pas le cas de... Je ne rentrerai pas dans les détails, il y a encore des questions qui sont soulevées, mais disons qu'en gros, c'est un modèle qui présente une certaine cohérence. Alors j'en viens à la troisième partie. Donc l'eau dans le système solaire extérieur, et je commence avec Jupiter, que vous voyez ici, vu par la sonde Cassini lorsqu'elle est passée autour de Jupiter en décembre 2000, dans son voyage vers Saturne. Et première question, pour les 4 planètes géantes, pourquoi est-ce qu'elles ont des satellites réguliers? Réguliers, je vous rappelle, c'est un plan équatorial. Et pourquoi est-ce qu'elles ont tout un système d'avions? Et bien ça aussi, ça découle assez naturellement du modèle de formation par nucléation, parce qu'après la formation du noyau initial suffisamment massif pour entraîner l'effondrement gravitationnel du gaz, et bien vous avez comme un mini-système solaire, si vous avez formation d'un disque équatorial de gaz et de poussière, et au sein de ce disque, vous allez former, exactement comme les planètes dans le disque protosolaire, ici vous allez former des satellites qui seront naturellement dans le plan équatorial, puisqu'ils sont formés au sein de ce disque. Alors maintenant, que se passe-t-il si on se rapproche de la planète? Alors à proximité de la planète, il se passe que les effets de marée induits par la planète deviennent très importants, et on calcule qu'au-delà d'une distance de 2,5 fois le rayon de la planète, les satellites ne peuvent pas rester en cohésion, ils sont détruits, simplement par la force des forces de marée, et c'est ça qui est à l'origine des anneaux. Alors ceux de Saturne sont extrêmement riches, ceux d'Uranus sont beaucoup plus ténus, mais le mécanisme est toujours à peu près le même. Alors revenons à Jupiter. L'eau dans Jupiter, eh bien on sait qu'elle est à l'intérieur, par définition, je dirais, puisqu'on a dit qu'on partait d'un noyau de glace avec tous les éléments, y compris l'oxygène, bien entendu, et l'eau. Donc il y a de l'eau à l'intérieur de la planète, ça on le sait. Mais la surprise des années 90, ça a été qu'il y en a aussi à l'extérieur. Et une cause, la cause la plus probable de l'enrichissement en eau de la stratosphère des planètes géantes, c'est les impacts par ce genre d'événements. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est rentrée dans Jupiter. Une série de collisions, une vingtaine de fragments sont rentrés successivement en juillet 1994. Et sur le moment, on a vu des émissions de H2O. Et aussi, plus tard, donc en 1997 avec l'ISO, et ensuite en 2010 avec Herschel, on a aussi observé de l'eau, et il est très vraisemblable que l'origine de cette eau, c'est des événements de ce type, des collisions par des comètes ou des objets plus petits. Passons maintenant au satellite galiléen. Alors celui-ci, je l'ai mis pour le plaisir parce que c'est quand même intéressant de voir le volcanisme actif sur Io. Ce volcanisme est justifié par le fait que Io est très près de la planète Jupiter et est soumis à des effets de marée permanents qui font que la surface est en perpétuelle évolution. Et ça se traduit par un volcanisme actif, dont d'ailleurs on a pu suivre l'évolution depuis Voyager avec Galileo, le passage de Cassini, etc. Mais bien sûr, là, on ne peut pas parler d'eau, parce que l'eau est partie, l'eau s'est volatilisée du fait de l'énergie énorme provoquée par les effets de marée. Quand on passe à Europe, le second satellite galiléen, et les suivants, Ganymède et Callisto, là c'est différent. On est suffisamment loin de Jupiter pour que les satellites aient gardé leur surface de glace d'eau. Et l'intérêt de ces 3 satellites, et tout particulièrement Europe, le second, c'est que les scientifiques sont à peu près convaincus qu'il existe un océan d'eau liquide salée sous la surface. Et selon les modèles, cet océan pourrait être en contact avec le sol rocheux.
Et ça, c'est très intéressant pour tout ce qui concerne l'exobiologie, parce que si dans un milieu d'eau liquide, salé, on peut avoir des réactions chimiques avec les éléments qui sont dans le sol, ça ouvre des perspectives, bien sûr, pour la chimie prébiotique. Un autre résultat récent que je voulais mentionner, c'est que les géologues ont étudié en détail les images prises par Galiléo, on voit la Lune. Ils ont constaté qu'il y avait, dans certains endroits, un petit effondrement. Disons qu'il y a un surplomb ici, si vous voulez, il y a une petite élévation, et au centre, il y a une dépression. Et ils ont interprété ça par analogie avec ce qu'on voit, je crois, dans certains cas sur la Terre. Ils ont interprété ça par la présence très probable d'un lac qui pourrait être situé directement en dessous. Et ça, évidemment, c'est extrêmement intéressant en termes d'exploration planétaire, parce que on ne sait pas du tout quelle est l'épaisseur de la voûte de glace. Ça peut être 10 km. Alors, sonder 10 km de glace à 5 unités astronomiques, sous le champ de radiation de Jupiter, c'est extrêmement difficile. Ça l'est également d'aller voir le lac, mais c'est quand même plus facile si l'épaisseur est moindre. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les missions futures qui viendront voir Jupiter, que sont JUICE, la mission européenne planifiée pour un lancement en 2022 et une arrivée en 2030. Et puis les Américains ont également un projet d'observation du satellite Europe. Alors passons à Saturne. Saturne, il y a deux choses que je voudrais dire sur Saturne. C'est déjà donc que son système d'anneaux est extrêmement différent de celui des autres planètes. Alors c'est essentiellement de la glace d'eau, là on est en plein dans le sujet. Et l'autre chose que je voulais mentionner, c'est que la distribution en masse des satellites de Saturne n'a rien à voir avec celle de Jupiter. Et ça, c'est, je crois que les dynamiciens qui maintenant calculent l'évolution des trajectoires, etc., arrivent à réaliser, si vous voulez, qu'on peut avoir des configurations extrêmement diverses. Ce qui veut dire d'ailleurs que si un jour on trouve des satellites autour des exoplanètes, ce qui est assez vraisemblable, on pourra avoir toutes sortes de configurations extrêmement différentes de celles qu'on connaît. Alors maintenant, je vais vous dire un mot de Titan. Donc Titan, le seul gros satellite de Saturne, est aussi tout à fait étonnant, puisqu'il est doté d'une atmosphère proche de celle de la Terre, avec 1,5 bar de pression au sol. Il est constitué d'azote, comme la Terre. Évidemment, la grosse différence, c'est que la température est extrêmement basse. Donc ça, c'est quand même une différence majeure. La surface de Titan est cachée derrière une couche nuageuse épaisse qui est faite d'hydrocarbures et de nitriles. Et on a découvert, avec Voyager déjà, des molécules prébiotiques dans l'atmosphère, d'où un intérêt particulier pour Titan, pour le développement, un laboratoire possible de chimie prébiotique. Donc ça, c'était les découvertes de Voyager, et depuis la sonde Cassini, donc avec 2 S, ça suffit, pour des composés lourds, complexes dans l'ionosphère, extrêmement complexes. Et puis, le radar de l'orbiteur a découvert des lacs de méthane et d'hydrocarbures qui varient en fonction des saisons. Donc c'est un objet tout à fait fascinant, un Titan, qu'on n'a pas fini d'ailleurs de comprendre. Ça, vous la connaissez, cette image, c'est lors de la descente de la sonde européenne Huygens en 2005. C'est le panorama qu'elle nous a révélé. Donc, en fait, ces galets-là, fortement érodés, sont des galets de glace d'eau. Et le sol est un dépôt d'hydrocarbures, essentiellement sans doute de l'éthane, éthane, C2H6, C2H2, Voilà pour Titan. Je passe aux comètes. Un mot sur les comètes. Les comètes, par définition, sont des objets qui sont formés à 80% d'eau, donc tout à fait dans le sujet aussi. Elles sont caractérisées donc par des trajectoires extrêmement elliptiques, donc les font voyager du plus près au plus loin du Soleil. Et certaines d'entre elles sont connues depuis l'Antiquité, reviennent périodiquement, et c'est l'astronome anglais Edmund Halley qui a mis le phénomène en évidence en repérant un certain nombre de passages. En voilà un, ça c'était en 1066, représenté sur la tapisserie de Bayeux.
Et Halley a prédit que cette comète reviendrait, et effectivement, elle est revenue. Il était mort entre-temps, mais il avait quand même raison. Et du coup, cette comète porte son nom aujourd'hui. Pourquoi elle nous intéresse, ces comètes? Eh bien, c'est parce qu'elles ont très peu évolué depuis leur origine. Elles passent le plus clair de leur temps à des distances extrêmement éloignées du Soleil, donc dans des milieux froids, dénués de collision. Donc, ils sont restés pratiquement des vestiges préservés, si vous voulez. Préservés de toute évolution. Trop petits pour avoir une différenciation interne. Donc, c'est à ce titre-là qu'ils intéressent les astronomes. Alors, d'où viennent-elles, ces comètes? On a identifié deux réservoirs possibles. Le premier, c'est le nuage de Oort. Alors, il faut représenter les nuages de Oort comme une vaste coquille remplie, je crois que c'est 100 milliards de comètes, à une distance de 40 000 UA. Pour vous donner une idée, c'est le tiers de la distance à la première étoile. Voilà, donc, c'est vraiment, on est vraiment très, très, très loin. Et comment est-ce qu'on a trouvé, on a compris qu'elles étaient là? C'était par des calculs d'astrométrie, en fait. Donc, ça donne des comètes à longue période, comme la comète de Halley en particulier. Et puis, l'autre réservoir, elle est beaucoup plus proche. C'est la ceinture de Kuiper, dans la région des objets transneptuniens, donc découverts depuis une vingtaine d'années seulement. Là, on est beaucoup plus près, on est entre 40 et 100 unités astronomiques. Et ça, c'est le réservoir des comètes à courte période, en particulier Chury, donc la cible de la mission Rosetta. Je vais vous parler juste de 2 ou 3 étapes de l'exploration cométaire. La première, c'était 1986. Ça a été vraiment le démarrage, je pense, de la physique cométaire, avec un envoi de plusieurs sondes. Une sonde européenne qui s'appelait Giotto, qui a donné la première image d'un noyau cométaire. Et puis des sondes Vega, qui étaient en collaboration entre ce qui était l'URSS à l'époque et l'Europe. Et il y avait un spectro-infrarouge. Là, vous avez un spectre qui va de 2,5 à 5 microns. Là aussi, donc, vous avez des signatures caractéristiques des éléments. Et c'était donc une détection de l'eau très claire. Et il y avait aussi CO2 là, H2CO ici. Et puis ici, des molécules hydrocarbonées qui étaient aussi observées pour la première fois. Donc ça, c'était une étape très importante. Et l'étape suivante, ça a été, vous vous souvenez peut-être, en 1997, le passage d'une très belle comète dans le ciel, qui s'appelait L-COP. Elle était géante, en fait. Le noyau faisait plus que 50 km, ce qui est exceptionnel pour une comète. Et c'est pour ça qu'on l'a observé aussi bien. Et la chance qu'on a eue, évidemment, elle est arrivée beaucoup trop vite pour qu'on puisse prévoir une mission spatiale. On ne peut pas planifier une mission spatiale en un an, c'est complètement impossible. Mais par contre, on a eu la chance d'avoir le satellite ISO dont je vous parlais tout à l'heure, qui était en opération. Et ce satellite a pris ce spectre, et c'est intéressant de voir les progrès en 10 ans. Ceci a été pris en 1997, et ça n'est rien d'autre que l'image précédente, avec une meilleure résolution. C'est cette bande-là. Donc vous voyez ici l'enveloppe, parce que la résolution du spectromètre de Vega a été réduite, était modérée, tandis qu'ici on a une résolution bien supérieure, on est capable de résoudre toutes les composantes. Et alors, Nicolas Biver vous expliquerait tout ce qu'on peut extraire comme information en comparant les modèles avec les observations de ce genre. Enfin, je conclurai avec Rosetta, bien sûr. Je pourrais faire un exposé entier sur Rosetta, d'ailleurs je crois que vous allez le voir très prochainement. Je ne m'étendrai pas aujourd'hui dessus, sauf pour dire que ça a été une mission absolument fantastique, avec des hauts, des bas, des émotions fortes en tout genre, et puis des découvertes vraiment spectaculaires. Personne n'imaginait qu'un noyau cométaire pouvait ressembler à cette chose. On s'est trouvé en présence d'un double noyau, avec une morphologie très complexe qu'on était loin d'imaginer. On a trouvé une quantité de composés organiques complexes, et on a en gros confirmé la composition qui est proche de celle du milieu interstellaire, à une différence majeure près, c'est la découverte de l'oxygène moléculaire. On ne trouve pas d'oxygène moléculaire dans le milieu interstellaire, et la présence de O2 dans la comète reste à ce jour un mystère. Je suis sûre que Nicolas vous en parlera. Voilà pour les comètes, et je passe au 4e volet, qui est le rôle de l'eau dans l'évolution d'une planète tellurique. Alors le problème est suivant. Il y a 4 planètes telluriques, mais je laisse de côté Mercure,
parce qu'il n'a pas d'atmosphère et il est de ce fait moins intéressant. Et je vais m'occuper des trois autres, Vénus, la Terre et Mars. Et dans le cas, on a vraiment des conditions de surface complètement extrêmes. On a Vénus qui a une pression de surface proche de 100 bar, une température de surface supérieure à 400 degrés Celsius, et Mars, à l'inverse, a une pression inférieure au centième de bar et une température de surface de moins 40, avec de fortes variations d'ailleurs. Puis au milieu de ça, vous avez la Terre. Mais dans les deux cas, dans le cas de Mars et de Vénus, vous avez CO2 comme constituant principal avec un peu de N2. Et dans le cas de la Terre, on a aussi N2, et il y a eu CO2 au départ, comme je vous l'expliquerai. C'est l'évolution de la planète qui a induit le changement de composition. Donc la question qui se pose, c'est ces trois planètes sont parties d'atmosphères primitives comparables. Comment ont-elles pu évoluer vers des destins aussi différents que ce que nous observons aujourd'hui? Alors, dans le cas de Vénus, il y a une explication assez simple, c'est l'effet de serre. Je vous rappelle en deux mots ce que c'est que l'effet de serre. L'effet de serre, c'est le suivant. Vous avez un soleil ici, vous avez une atmosphère qui est transparente dans le domaine visible, on l'a vu tout à l'heure en voyant l'opacité de l'atmosphère. Donc le rayonnement traverse, il est majoritaire dans le domaine visible, il traverse, il chauffe. Il chauffe la surface qui, elle, émet dans l'infrarouge. Mais il se trouve que l'atmosphère, elle absorbe dans l'infrarouge. Et en particulier, donc comme elle absorbe, ça va chauffer encore plus, le rayonnement va repartir vers le sol, et le mécanisme va s'amplifier. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Alors, quels sont les gaz? Les gaz qui sont, disons, graves, mauvais pour l'effet de serre, ce sont les gaz qui ont des grosses absorptions dans l'infrarouge et pas dans le visible. Et c'est le cas de CO2, c'est le cas de H2O, et c'est aussi le cas du méthane. Bon, le méthane ne nous intéresse pas dans le cas présent, parce qu'on n'en a pas sur Vénus. Mais CO2, par contre, vous avez vu qu'il y a une pression de 100 bars, 97 bars de CO2. Donc voilà qui crée sur Vénus un effet de serre considérable. Mais ce n'est pas le tout. On a en fait de bonnes raisons de penser qu'au départ, il y avait non seulement du CO2, mais aussi de la vapeur d'eau. Et comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, on arrive à retracer l'histoire de l'eau dans l'atmosphère de Vénus en utilisant une autre molécule qu'on appelle HDO, l'eau lourde. On remplace un hydrogène par un deutérium. Un deutérium, ça a les mêmes caractéristiques que l'hydrogène, mais il y a un proton de plus, donc elle est deux fois plus lourde. Donc c'est pour ça qu'on appelle bien entendu comme ça. Alors, on a mesuré dans l'atmosphère de Vénus séparément la quantité d'H2O et la quantité d'HDO. On en a sorti le rapport D sur H sur Vénus, on a constaté qu'il était plus de 100 fois supérieur à la valeur terrestre. Et pour interpréter ça, l'interprétation est assez simple. C'est que l'eau a été très abondante dans l'atmosphère primitive de Vénus, mais elle s'est échappée massivement parce que l'eau lourde HDO s'échappe moins facilement que H2O. Donc dans le résidu très faible qui est resté, HDO sur H2O s'est trouvé considérablement enrichi. Donc ça, c'est la preuve qu'il y a eu une énorme quantité d'eau au départ dans l'atmosphère de Vénus. Ce qui n'est d'ailleurs pas une surprise, parce qu'on en a eu aussi sur la Terre. Simplement sur la Terre, elle est sous forme d'océan. Alors qu'en est-il de Mars? Ben, on a fait la même étude sur Mars. Simplement, Mars est très différent, puisque la pression est extrêmement faible, donc les raies sont beaucoup plus faibles, mais c'est possible quand même. On a fait des mesures de HDO à Flamme-Poncel, on a comparé à H2O, on a trouvé cette fois un enrichissement qui est de l'ordre de 5 à 6 fois la valeur terrestre. L'interprétation là aussi, c'est que H2O s'est échappé au début de l'histoire de la planète, ce qui veut dire qu'au début de l'histoire de Mars, l'atmosphère primitive était sans doute plus dense et plus riche en eau. Donc, une conclusion comparable à celle de Vénus, mais dans des proportions quand même moins. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de l'eau sur Mars, parce que ça fait très longtemps qu'on se pose des questions sur l'histoire de l'eau sur Mars. En fait, ça date des premières images prises
par les sondes Viking déjà dans les années 70. On voyait des choses qui ressemblaient furieusement à des réseaux de vallées desséchées sur la Terre, ou bien ici des écoulements liés à l'eau liquide. Alors la situation a piétiné pendant un certain temps, et puis depuis une dizaine d'années au moins, on a vraiment eu une succession de progrès récents que je vais vous présenter rapidement. Le premier, c'est en 2000, avec la sonde Mars Global Surveyor, qui avait un instrument qui permettait, un instrument de spectroscopie dans le domaine gamma, qui permettait de mesurer la quantité d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène sous la surface. Et alors ils ont observé successivement pendant l'été les deux pôles, parce qu'ils ne pouvaient rien voir en hiver quand la couche de glace recouvrait tout. Et ils ont découvert, là en fait, c'est là où vous avez le plus de H2O. Alors les atomes d'hydrogène, on les a rapidement associés à H2O, parce qu'on ne voyait pas du tout quelle autre molécule pourrait être responsable de ces atomes d'hydrogène. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'au pôle et à haute latitude, il y a une quantité d'eau piégée sous la surface. En fait, d'ailleurs, les mesures radar qui ont été faites depuis ont aussi confirmé ce résultat. Donc, premier indice. Deuxième indice, c'est la mission Mars Express qu'il a donnée avec un instrument de spectroscopie infrarouge qui s'appelle Omega, qui a d'ailleurs été construit pas loin d'ici, à l'Institut spatial d'Orsay. Ils ont fait des cartes de différents composés minéralogiques et ils ont découvert qu'il y avait des argiles. Alors, c'est tous les petits points verts que vous voyez là. Les argiles sont localisées dans les terrains anciens. Or, les argiles, qu'on appelle phyllosilicates aussi, ce sont des indices de la présence d'eau liquide en abondance. Pour former ces argiles, il faut que l'eau ait été liquide pendant un bon moment. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on les trouve dans les terrains anciens, parce que les terrains anciens sur Mars sont à l'hémisphère sud. Donc, en fait, on a un indice très sérieux que l'eau liquide a coulé en abondance dans le passé et dans l'hémisphère sud. Alors pourquoi? Parce que les terrains anciens sont dans l'hémisphère sud et c'est là qu'on les voit. Donc conclusion, si la vie a existé sur Mars, il faut sans doute la chercher dans le premier milliard d'années dans les terrains les plus anciens. Et j'en arrive à Curiosity. Donc Curiosity, c'est Mars Science Laboratory qui est en opération depuis 2012 et qui est à la recherche de molécules organiques et de conditions favorables à une vie passée. Un résultat intéressant est sorti récemment. C'est la découverte de terrains stratifiés sur le Mont Charles. C'est une des localisations vues par le robot. Et ceci, d'après les géologues, c'est la preuve qu'il y a eu un lac qui a duré assez longtemps. Donc il faut de l'eau liquide en permanence et pendant un bon temps pour rendre compte de ces surfaces. Alors on se doutait qu'il y avait de l'eau liquide sur Mars, mais on a quand même maintenant une accumulation d'indices qui vont tous dans le même sens. Et le dernier, qui est sorti en septembre dernier, alors c'est pas Mars Science Laboratory, c'est une autre mission, Mars Reconnaissance Orbiteur, c'est un orbiteur qui a observé ces traînées le long des flancs de certains cratères, et ils ont interprété ça comme le fait que c'était la présence temporaire d'eau liquide. Alors attention, ce n'est pas des rivières qui coulent, hein. C'est simplement une humidification très partielle du sol qui résulte de l'absorption de la vapeur d'eau de l'atmosphère par des sels minéraux. Donc, parler d'eau liquide, enfin, il ne faut pas faire de contresens, il ne faut pas s'imaginer qu'on a trouvé des rivières. Mais c'est quand même un résultat assez intéressant. C'est la première fois qu'on a la preuve tangible qu'il y a de l'eau qui coule par moment, même en petite quantité, à la surface de Mars. Alors maintenant, je vous ai parlé de Vénus et de Mars. Parlons un peu de la Terre. Comment se compare-t-elle à tout ça? C'est un cas intermédiaire, vous l'avez vu. Elle est partie d'une atmosphère primitive qui était certainement proche de celle de Vénus, c'est-à-dire du CO2, du N2 et du H2O. Seulement, la température était telle qu'elle a permis à l'eau d'être sous forme liquide, ce qui a évidemment tout changé, puisque dans les océans, le CO2 s'est trouvé piégé sous forme de calcaire, de CaCO3,
Et donc les deux gaz principalement responsables de l'effet de serre, CO2 et H2O, ont été neutralisés en quelque sorte. Ensuite, la vie est apparue sans doute au fond des océans. Elle a conduit à une accumulation de O2, et une fois que la vie est sortie de l'océan pour coloniser en quelque sorte les continents, il y a eu formation de la couche d'ozone qui a protégé la vie à la surface des continents. Alors maintenant, mettons tout ça ensemble, essayons de comprendre l'évolution comparative de ces trois planètes. Donc au départ, on a des atmosphères de composition comparable, mais des températures très différentes, et c'est ça qui explique. Parce que ces températures différentes impliquent des états de l'eau différents. Sur Vénus, l'eau va être gazeuse, d'où l'effet de serre avec le CO2 et la vapeur d'eau, et l'effet de serre galopant à la température qu'on a aujourd'hui. Sur la Terre, l'eau liquide, la disparition du CO2, de la plupart du CO2, piégé dans les océans, un effet de serre modéré et une température de surface qui est restée approximativement constante tout au long de l'histoire de la Terre. Et enfin, sur Mars, la situation est un peu différente. Il y a deux choses qui changent. L'eau est actuellement solide, peut-être très partiellement liquide, mais surtout, il y a autre chose qui a joué, c'est que la planète est plus froide, mais elle est aussi peu massive. Et ça, c'est important parce qu'elle a une faible activité interne. Du coup, l'effet de serre, le volcanisme qui a existé au début, s'est progressivement éteint. L'effet de serre a disparu et la température est maintenant autour de moins 40 degrés Celsius. Donc voilà, en gros, on peut dire que c'est l'eau qui est responsable de cette évolution divergente des trois planètes. Alors je vais conclure en vous parlant assez vite, parce que je pense que vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais je ne pouvais pas ne pas mentionner ce qui constitue quand même une révolution pour les astronomes d'aujourd'hui. Donc vous savez qu'on a maintenant 2000 exoplanètes à peu près découvertes. Donc, première chose évidemment, le système solaire n'est pas une exception, même si pour l'instant on n'a pas trouvé d'équivalent au nôtre. Comme vous le savez, le principal problème de la détection qui fait qu'on n'en a pas trouvé plus tôt, c'est que le flux de l'étoile est complètement noyé dans celui, le flux de la planète, est noyé dans celui de l'étoile. Ça équivaut à chercher une bougie à côté d'un phare à une distance de 40 km. Donc, c'est clair que c'est pas facile. Et aussi, si vous vous mettez à 10 parsecs, c'est-à-dire à peu près la distance des étoiles vraiment les plus proches, la distance Jupiter-Soleil ferait 0,5 secondes d'arc. 0,5 secondes d'arc à cette échelle, vous voyez que la planète est évidemment complètement noyée dans le flux de l'étoile. Par conséquent, et les astronomes l'ont compris depuis longtemps, il faut utiliser des méthodes indirectes. Et les deux méthodes qui ont très bien marché depuis 1995, c'est d'une part la mesure du déplacement de l'étoile, et d'autre part le passage de la planète devant l'étoile. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la vélocimétrie. Ça consiste à mesurer le mouvement de l'étoile par rapport au centre de gravité du système étoile-planète. Et ça, la méthode la plus précise pour la détecter, pour la mesurer, c'est l'effet Doppler. Donc, on prend des spectres dans le domaine visible, avec un très haut pouvoir de résolution. On utilise beaucoup de raies, on somme tout ça pour obtenir ce genre de courbe. Et si on trouve une belle sinusoïde comme ça, eh bien c'est la signature qu'il y a une planète dont la période est justement celle-ci. Alors c'est ce qu'a fait, ce qu'ont fait Michel Mayor et Didier Queloz en 1995. Ils ont été les premiers à détecter donc une exoplanète autour d'une étoile de type solaire qui s'appelle 51P. Et rapidement, d'autres, après lui, ont confirmé et ont observé d'autres cas similaires. Alors au début, bien sûr, la méthode ne marchait qu'avec les exoplanètes géantes, puisque plus l'exoplanète est massive, et plus elle induit une différence dans la courbe de lumière, la courbe de vitesse de l'étoile. Mais maintenant, on descend à des masses qui sont comparables à celles d'une masse terrestre. Alors la grosse surprise, c'est que les premières exoplanètes géantes étaient très proches de leur étoile. Évidemment, c'est les plus faciles à détecter. Elles ont des périodes de 4 jours, donc on peut répéter des observations, c'est beaucoup plus facile à mettre en évidence.
qu'une planète qui tourne en un an, par exemple. Donc c'est pas surprenant qu'on les ait trouvés en premier. Par contre, c'est surprenant qu'on en ait trouvé, parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas du tout avec le scénario du système solaire que je vous ai décrit. D'où la conclusion, le modèle de formation des exoplanètes est différent de celui du système solaire. Alors les théoriciens ont rapidement élaboré une proposition d'explication. On a retenu l'hypothèse qu'on a pour le système solaire, c'est-à-dire que les planètes géantes se forment à l'extérieur, puisque là il y a plus de masse disponible pour faire un noyau et accréter le gaz. Et dans les systèmes planétaires, il est proposé que les planètes géantes se migrent à l'intérieur si elles font ça assez rapidement avant que le disque ne se soit dissipé. Alors, il y a des modèles théoriques qui arrivent à rendre compte de ce genre de spirale que font les planètes géantes en se rapprochant. Et d'ailleurs, à noter, les modèles de dynamique, je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais ils montrent aussi que dans le système solaire, il y a eu une migration modérée des planètes géantes. Je passe à la deuxième méthode, celle des transits. Celle-là, elle est très simple et intuitivement à comprendre. Vous avez une planète qui passe devant l'étoile. Vous ne voyez pas la planète, mais vous mesurez le flux de l'étoile avec une grande précision. Et vous êtes capable de faire la différence ici. L'occultation produit une toute petite baisse du signal. Vous l'observez. Vous répétez ça pour chaque passage de la planète. Et vous avez comme ça la signature de l'existence d'une planète. Évidemment, il faut que la planète passe devant l'étoile pour que ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Eh bien, si vous prenez Jupiter devant le Soleil, c'est pas mal. Jupiter, c'est le 10e de rayon du Soleil, donc ça fait une baisse de signal de 1%, ce qui est tout à fait mesurable depuis le sol avec les moyens photométriques actuels. Par contre, si vous prenez à la Terre, c'est encore 10 fois plus petit, donc ça fait 0,01%. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire depuis la Terre. D'où l'idée qu'on peut détecter des exoplanètes géantes par transit depuis la Terre, d'ailleurs on l'a fait, mais si on cherche des exotères, des exoplanètes de type terrestre, alors il faut aller dans l'espace. Et c'est ce qui a été fait par 2 missions spatiales. La première, c'est Corot, une mission française pionnière dont on peut être fier, parce que c'était la première qui avait cet objectif, et elle a donné les premières exoplanètes, la détection des premières exoplanètes. Alors l'objectif, ça marche comme ça, vous avez un photomètre, donc vous avez un petit satellite qui fixe une région du ciel avec une très grande constance et une très grande précision. Et puis on observe les courbes de lumière de toutes les étoiles et on regarde si par hasard on voit des baisses de signal périodiques. Corot a comme ça détecté plusieurs dizaines de planètes, et Kepler, qui est arrivé plus tard, qui était encore plus sensible, en a détecté plusieurs centaines. Plus plusieurs milliers de candidats à confirmer. Alors, ce qu'on fait quand on a un candidat, c'est qu'on essaye de l'observer, si c'est possible, par vélocimétrie, la première méthode, pour avoir confirmation et pour être sûr qu'il s'agit bien d'une planète. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons 2000 exoplanètes, à peu près. Donc, ce que je vous disais là. Alors, ce qui est important de voir, c'est que plus de 50% sont sans doute des systèmes multiples, c'est-à-dire avec plus qu'une planète. Et l'autre chose très importante, c'est que la probabilité pour une étoile d'avoir au moins une planète est supérieure à 50%. En gros, vous regardez le ciel la nuit, vous regardez les étoiles, à peu près chaque étoile est sans doute entourée d'une planète. C'est quand même, moi je trouve que ça nous interpelle. C'est quelque chose, c'est un résultat très important qui, je pense, n'est plus mis en doute maintenant. Et enfin, comme je le disais, donc, ce qu'on appelle les Jupiter chauds, ce sont des planètes géantes très proches de leur étoile, sont nombreux dans ce scénario. Alors, on avance encore. Là, on commence maintenant à être capable de mesurer des atmosphères. Ceci parce que dans la méthode de transit qui est décrite ici, voilà le transit primaire dont je vous parlais tout à l'heure, on est maintenant capable de faire le spectre de ce signal par différence avec le signal avant, pendant, après. Et ce spectre, on est capable de le modéliser. Vous avez là un exemple très intéressant. Vous voyez, les points noirs, ce sont les mesures. Et puis vous avez 2 modèles. Un modèle avec H2O seulement, c'est le bleu. Un modèle avec H2O plus CH4, le méthane. Et vous voyez que le modèle H2O CH4 marche vraiment très bien. Donc là, on a une détection à peu près sûre de 2 molécules dans cette atmosphère, le méthane et la vapeur. Donc c'était un domaine extrêmement prometteur qui va certainement encore exploser
dans les années à venir. Et j'en arrive à la fin. Là, maintenant, comment rechercher la vie sur les exothermes? Comme on n'a pas beaucoup d'imagination, comme on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre, on vit encore les choses, on se dit qu'il y a un facteur favorable, sinon déterminant, c'est la présence de liquide. Parce qu'en tout cas, dans le cas de la Terre, il n'y a pas de doute que ça a été le cas. Donc en fait, on définit pour chaque étoile entourée d'une exoplanète ce qu'on appelle une zone d'habitabilité, c'est-à-dire que c'est la région, la distance à l'étoile, où la température est telle que l'eau a des chances d'être sous forme liquide. Donc en gros, il faut que la température soit entre 0 et 100 degrés Celsius. Et puis après, on fait l'inventaire des exoplanètes qui répondent à cette condition. Et puis, alors là, on arrive dans le futur, parce que ces étapes-là, on ne les a pas encore réalisées. On cherchera les signatures spectrales de ces molécules qu'on appelle biomarqueurs qui pourraient être la preuve de l'existence d'une forme de vie. Et il faut noter que le domaine infrarouge est particulièrement intéressant parce que d'une part, on a un très bon contraste entre le flux de la planète et le flux de l'étoile, meilleur que dans le visible, et puis les signatures spectrales sont aussi plus intenses. Voilà un exemple de ce que peut être la zone d'habitabilité. Ici, c'est dans le cas du Soleil. Donc la zone d'habitabilité dans le cas du Soleil s'étend à peu près de Vénus à Mars. Et si maintenant on regarde ce qui se passe pour d'autres planètes, d'autres étoiles, pardon, évidemment c'est différent. Si vous avez une étoile extrêmement brillante qui va avoir une énergie considérable, la zone d'habitabilité va évidemment se retrouver plus loin, à de plus grandes distances. Mais ce qui est intéressant, c'est le cas des étoiles naines, parce que c'est le contraire. Dans le cas des étoiles naines, elles ont un flux plus faible, donc la zone d'habitabilité peut s'approcher jusqu'à 0,01, 0,05 unités astronomiques. Et là, c'est extrêmement intéressant pour les transits, parce que vous avez une quantité de transits qui rend l'observation possible. Donc, en fait, toute cette région-là est extrêmement prometteuse pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer voir un jour? Alors, on n'en est pas encore là, mais voilà 3 spectres de Vénus, la Terre et Mars dans l'infrarouge, dans lequel vous voyez que la signature de CO2, on la voit partout sur les 3 planètes. La signature de H2O, on la voit sur la Terre ici. Ici, il y a de l'eau et il y a du méthane. Mais surtout, dans le cas de la Terre, vous avez l'ozone. L'ozone est un produit de dissociation de l'oxygène. On ne sait pas très bien comment créer une quantité massive d'oxygène moléculaire dans une atmosphère sans mécanisme lié à la vie. Donc on est tenté de penser que si on détectait l'ozone sur une planète extrasolaire, on aurait un certain indice, une certaine possibilité de l'existence de vie. Et bien voilà, j'arrive à la fin. Donc voilà ce qu'il faut retenir, je pense, de cet exposé. L'eau est présente partout dans l'univers. Elle est responsable de la division des planètes en 2 classes telluriques et géantes. Elle est aussi responsable des destins divergents des planètes telluriques. À ce jour, on n'a trouvé l'eau liquide que sur Terre avec un conditionnel dans le cas de Mars. Et on a aussi une suspicion qu'elle pourrait exister dans l'intérieur, sous la surface de roc. Et enfin, l'eau nous intéresse aussi dans le cadre de la recherche de la vie sur les exoplanètes. Voilà, je vous remercie. Bon, merci. Je suppose que vous avez des questions. Alors, vous n'allez pas répondre. On va remettre un peu de lumière. Alors, moi j'en ai une. Europe, donc, je pense que sous Europe, il y a un grand bassin d'eau, un océan. Mais on dit que cet océan, c'est de l'eau salée. Pourquoi? Alors, le fait que c'est de l'eau salée, ça vient du fait qu'on a trouvé un champ magnétique. Oui, ah bah si, pour un échange de charge, les ions, on a plus et une dissociation en ions de sel. S'il n'y avait que de l'eau pure, ça marcherait moins bien que s'il y a du sel. Je crois que c'est ça l'idée. Donc c'est une preuve d'un géométrie. Alors, c'est Galileo qui a détecté le champ magnétique. Et alors, il y a autre chose aussi, je pense que c'est. On a dû trouver
sûr, mais je me demande si on n'a pas vu des selles à la surface de Rome aussi. C'est possible. Monsieur. J'ai pu comprendre quand il y avait les quelques résultats qu'on a eu sur Tchouri, on disait que l'origine de l'eau qui était dans les comètes n'était pas la même que celle de l'eau qui est sur la Terre. J'aurais dit cette explication, parce que c'est un rapport. Oui, j'ai pas parlé de ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de conclusion très claire sur cette affaire-là. Alors, pour résumer, on a pensé à un moment qu'on pourrait déterminer l'origine de l'eau terrestre en mesurant son rapport d'essurage et en le comparant à celui d'un certain nombre d'objets extérieurs. Parce qu'on pense que l'eau de la Terre a été bombardée en quelque sorte par des météorites, que l'eau vient des météorites. On pense ça parce que le dessurage qui est sur la Terre est beaucoup plus élevé que celui du milieu de la nébuleuse protosolaire elle-même. Donc il faut que cette eau, et alors ce que je peux dire aussi, c'est que le dessurage augmente quand la température diminue. Donc plus un objet a été formé à basse température, plus son dessurage est élevé. Alors à partir de ça, on s'est dit, on va comparer le dessurage de la Terre à un certain nombre d'objets qui ont pu ensemencer la Terre, et on va regarder si on trouve la même chose. À mon avis, c'était un faux problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a commencé par regarder les comètes du nuage de Oort. On a constaté que le dessurage était 2 fois plus élevé que sur la Terre. Alors on s'est dit, bon, ben c'est pas ça. Après on s'est dit, on va regarder les comètes de la ceinture de Kuiper. Alors on en avait moins, mais Herschel en a vu une, et on est tombé, c'était Hart les deux, et on est tombé exactement sur la valeur terrestre. Alors on s'est dit, hurrah, l'eau de la Terre vient de ces comètes-là. Et puis là-dessus, on mesure Tchouri, et ça ne va pas du tout, on trouve 3,4 fois la valeur terrestre. Donc ça prouve, premièrement, que les comètes, même d'une même famille, n'ont pas tout le même dessurage. Et moi, ce que je pense, c'est que c'était une erreur d'imaginer que le dessurage terrestre pouvait résulter d'un seul type d'objet, sachant que la Terre a été bombardée par une multitude de corps provenant de toutes les origines. Donc je pense que c'était un peu on s'est un peu leurré en racontant qu'on allait trouver l'origine de l'eau avec la mesure de choses. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. J'en ai une deuxième, c'est il semble, en fait, d'après les températures de la Terre, que la concentration en éléments comme l'uranium, etc., qui dégagent de la chaleur, soit surtout concentrée dans la couche extérieure de la Terre. Oui. Est-ce que vous avez une explication Ça, là, comme vous avez parlé de la formation Oui, effectivement, les éléments radioactifs sont une source d'énergie importante dans le cas de la Terre. Maintenant, savoir, j'avoue que je ne sais pas. L'activité est surtout concentrée dans la périphérie. Je connais l'explication. Oui. Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. En fait, l'uranium est soluble dans l'eau. Donc il est resté dans les océans au lieu de migrer à l'intérieur de la Terre comme beaucoup d'autres éléments lourds. Bah, vous me l'apprenez, c'est très bien. Sauf si l'eau est venue après dans les comètes. D'accord. Mais est-ce qu'il se pourrait, dans Encelade, qui a aussi de l'eau sous la croûte, c'est possible qu'il y ait un noyau radioactif aussi qui chauffe à l'intérieur, mais c'est trop petit? Je crois que les modèles n'arrivent pas parce que justement c'est trop petit. C'est trop petit pour avoir un noyau suffisant. C'est ça le problème. D'autres questions, monsieur? Oui, vous avez dit que Mansouri présentait des traces de dioxygène. Oui. Dans ce cas-là, ça m'inquiète un peu, dans le sens où est-ce qu'on peut toujours considérer que si on trouve des traces de dioxygène sur une exoplanète, est-ce qu'on pourra dans ce cas conclure avec certitude qu'il y a la vie? Parce que si une comète, il n'y a très certainement, il n'y a certainement pas de vie, si elle présente du dioxygène, est-ce que son exoplanète... Oui, je comprends tout à fait votre question. D'ailleurs, comment s'appelle-t-elle, l'auteur du papier, comment s'appelle-t-elle, Catherine Advec, qui a fait la manip de spectrométrie de masse, dans son papier, elle concluait exactement par votre remarque, en disant est-ce que ça veut...
Moi, je suis quand même pas trop inquiète, je dirais, parce que les processus de physico-chimiques à l'intérieur d'une atmosphère n'ont rien à voir avec ceux qu'on trouve dans un noyau cométaire. Donc, je vois pas très bien. Je ne sais pas trop dans quelle mesure ça remet en cause vraiment. Non, pardon, excusez-moi, je viens de penser, mais c'est vrai qu'il a quand même fallu un grand nombre de millions d'années pour que, je ne me souviens plus exactement combien, mais sans doute 1 ou 2 milliards d'années pour que tout le fer qui était dans les océans piège l'oxygène en fait, et que l'oxygène puisse être enfin libre dans l'atmosphère. Oui, voilà, j'avoue que je ne connais pas ça très bien. Question, oui. Oui, je voudrais revenir sur l'habitabilité. Bon, en fait, vous avez dit 0 à 100, mais c'est pour une pression atmosphérique, Oui. donc une certaine masse de la Terre et une certaine densité, donc une certaine gravitation, une certaine Oui, valeur mais de G. Comment on fait pour les autres, puisque c'est extrêmement variable? Mais en fait, Comment on fait pour avoir cette habitabilité? si j'arrive à retrouver le début de mon cours, je vais vous remontrer le diagramme de Planck. Oui, c'est ça, oui, c'est le diagramme que je veux voir. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pour vendre, c'est pour le. Non, pas la fragilité, Non, non, enfin, c'est la belle, non, enfin, oui. Non, non, voilà, c'est ça, oui. Ce qui est remarquable avec l'eau, et d'ailleurs, il y a beaucoup de molécules qui sont comme ça, c'est que vous avez quasiment une verticale. Donc en fait, ça dépend. Pour une température de 0 degré, vous avez le passage de l'état solide à l'état soit liquide, soit vapeur. Et ça c'est une caractéristique vraiment propre à l'eau. Non, Oui. la glace flotte. Oui. Il y a aussi une caractéristique, vous m'entendez là? Il y a une caractéristique aussi de l'eau qui me subjugue toujours. La glace, l'état solide de l'eau, est moins dense que l'état liquide. Imaginez un monde où ça ne soit pas comme ça. On n'existerait pas. Voilà. Non, c'est mieux pour le whisky. Alors, vous voyez, les glaçons, c'est certain qu'à mettre dans le whisky, il y a quand même un sous-jacent l'idée que la vie est peut-être due à la densité de la glace. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de molécules qui sont comme ça. Parce que Oui, je crois que c'est les hydrocarbures, c'est contrairement à l'hygiène à partir du bord de la mer. Encore une question, monsieur? Plus fort. Quand vous avez parlé des enrichissements en éléments lourds Oui. dans les sur Jupiter, comment on peut expliquer le fait que l'enregistrement est plus faible sur Jupiter plutôt que sur la Neptune après la masse plus importante? Si, ça s'explique très bien en fait. C'est une règle de 3, toute simple. Vous avez la masse. En fait, ce qui compte, c'est la masse totale, donc gaz plus noyau, qui fait 318 dans le cas de Jupiter. Et puis, vous comparez ça à la masse du noyau qui fait 12, disons. Alors, dans les 318 moins 12, vous avez une fraction d'éléments lourds qui correspond à l'abondance cosmique des éléments lourds, et ça fait à peu près 2%. Donc 2% de 300, ça fait à peu près 6 masses terrestres. Vous ajoutez ces 12 masses terrestres aux 6 masses terrestres, ça fait 18. Si vous aviez directement accrété votre planète, sans passer par un noyau, vous auriez eu 6. Donc vous comparez 6 à 18, ça vous fait 3. C'est parce que j'ai pris 2%, parce que si les valeurs ont un petit peu changé des fois. Maintenant, vous prenez une planète comme Uranus ou Neptune, il n'y a quasiment que le noyau, donc l'enrichissement est énorme. Si vous avez un noyau sans gaz autour, l'enrichissement il est à peu près de 50, si la masse c'est l'inverse de 2% en fait. Donc plus le noyau est gros dans la masse totale, et plus l'enrichissement est élevé. Justement, à propos d'Uranus et de Neptune,
vous avez dit qu'il y a moins de matière à disposition. Mais pourquoi? Ils sont plus loin que Jupiter et Saturne, donc le cercle est plus grand, il devrait y avoir plus de matière. Ah oui, mais il y a aussi que la densité de matière décroît en fonction de la distance au Soleil, fortement. Et c'est ça qui fait que plus... Alors il y a une position qui est privilégiée, c'est juste après la ligne des glaces, parce que là vous avez tout d'un coup plein de matière pour faire des noyaux, et vous avez le maximum de gaz, et puis après ça décroît. Exact. D'autres questions? Une question, vas-y. Si j'ai le droit encore, vous avez dit quelque chose que je ne crois pas, c'est que vous manquez d'imagination. Je n'y crois pas. Autrement dit, je sais qu'on dit que la vie est corrélée très fortement à l'eau. Sur Terre, il n'y a pas de Alors, est-ce que vous pourriez dire un peu plus pourquoi, quand même, parce que c'est un fait. Sur Terre, on voit bien que l'eau liquide a été le milieu au sein duquel les réactions chimiques se sont développées. Mais vous trouverez des gens pour vous dire qu'on pourrait remplacer l'eau par une autre molécule. Mais les chimistes ont énormément de mal. Parce que déjà l'eau, elle est abondante, et puis il y a cette histoire qu'elle est liquide sur une grande plage de température, et puis c'est un solvant, elle a un moment dipolaire, enfin, en plus elle a cette propriété d'avoir la glace plus légère que le liquide, elle a beaucoup d'avantages. Mais je reconnais quand même que tant qu'on ne sait pas exactement comment la vie est apparue sur Terre, on est un peu obligé de travailler par analogie aussi. On remercie bien Thérèse Anconaz et je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence le 13 janvier et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël en tout temps et de passer